Dans des mots simples, la neurodiversité ou neurodivergence, c'est un concept qui se compare à la biodiversité. La biodiversité s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des gènes. Dans ce sens-là, dans le fond, le cerveau, c'est comparable à un écosystème. Un réseau sain, en équilibre, d'une extrême complexité et infiniment diversifiée, selon Mélanie Ouimet, consultante de recherche en autisme et fondatrice du mouvement francophone de la neurodiversité. Pour nous parler de cette magnifique neurodivergence, nous accueillons aujourd'hui Catherine, intervenante au Centre de réadaptation déficience en Montérégie. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvel épisode du podcast Les Outilleuses. Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on reçoit Catherine qui est intervenante en fait dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Donc, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invitée. C'était très surprenant, mais je suis contente d'être là. Ah, ben on est content de te recevoir aussi. Dans le fond, on peut tout de suite y aller avec la première question. Ben, tu sais, je pense que ton parcours un peu professionnel, là, c'est quoi que tu as fait comme étude? Ça ferait du sens. Ben oui, moi j'ai fait un peu tout à l'envers. Donc moi j'ai travaillé, j'ai pas été à l'école, puis après ça j'ai décidé de retourner à l'école avec des enfants. Donc je suis retournée à l'école faire un ASC, j'avais déjà des cours de base et en éducation spécialisée, après avoir travaillé au centre jeunesse en tant qu'entretien ménager et avoir tombé en amour avec le métier. Donc ça a commencé avec le centre jeunesse, mais mon stage final que j'ai fait, je l'ai fait au CRDI, pas loin d'ici à Brigam, dans une RAC qui était vraiment pas mon choix numéro 1. Une RAC? Une RAC, une ressource assistance continue. OK. Une résidence assistance continue. OK. Qui est régie par le réseau de la santé, puis qui est une résidence en troubles graves de comportement. Donc, c'est des usagers qui sont là pour parce qu'ils ne fitent pas dans des ressources autres par leur comportement et l'intensité. Puis moi, c'était pas mon premier choix, là. Tu sais, vraiment pas. Moi, dans ma tête, je m'en allais au centre jeunesse, je m'en allais dans des écoles. C'était plus ça que je m'ennuyais. Et j'ai fini par me rendre... On me demandait de sortir de ma zone de confort par un enseignant qui me disait « Tu fitterais tellement là-dedans. » Puis j'étais pas sûre. Puis non, j'ai accepté. Puis je me suis dit « Hey, c'est juste 6 mois. On va le faire. C'est pas bien grave. C'est pas loin de chez nous. OK. » J'ai commencé en RAC. J'ai commencé dans les milieux les plus rock'n'roll. Je suis revenue dans un milieu où c'est plus du résidentiel. Donc, je me promène dans des familles qui ont des besoins, dans des ressources qui ont besoin, qui ont des hébergements. Puis c'est à partir de là, c'est pas mal ça. Fait que, moi, j'ai un gros parcours avant, parce que j'ai quand même un certain âge, mais dans le milieu de l'éducation spécialisée, je suis neurodivergent, c'est vraiment depuis 4 ans. Moi, j'avais une question par rapport au RAC, mettons. Est-ce que c'est un peu comme un juge, vu que c'est comme... Non. Non, c'est vraiment des troubles de comportement, comme plus un... Il faut savoir que le programme TCTGC en général est un programme volontaire. Donc, ils veulent être là. Généralement, il faut des ordonnances d'hébergement pour les obliger à venir, mais on a beaucoup d'usagers qui sont non-verbaux, parce que c'est des familles qui sont épuisées. On peut pas les envoyer dans des ressources standards, un peu moins d'encadrement. C'est des ressources. Les RAC sont quand même des milieux très sécurisés. C'est des milieux que tu peux pas rentrer et sortir sans une clé ou un code ou une puce. C'est des milieux où la cuisine elle est barrée, les chambres sont barrées, les garde-robes sont barrées. On a des salles d'apaisement qui sont capitonnées et barrées avec des aimants automatiques. En cas d'urgence, tout est balisé en fonction de la dangerosité des comportements. Il y en a que c'est plus vers eux-mêmes, c'est pas nécessairement contre les autres, mais il y en a beaucoup c'est hétéro-agressif. Fait que c'est vraiment pour les protéger d'eux-mêmes et de ce qu'ils pourraient faire aux autres ou ce qu'ils pourraient se faire eux-mêmes. C'est pas... Il y en a qui c'est des ordonnances de placement, des ordonnances d'hébergement, puis il y en a d'autres non, mais il n'y a pas d'autres endroits, fait que c'est... Ouais. Ils ont comme pas tant le choix. Les ressources sont comme restreintes à ce niveau-là. Oui, il faut savoir que on a plusieurs milieux de vie au niveau du trouble grave de comportement, mais on n'en a pas tant que ça. Okay. Au niveau du trouble de comportement, on a quand même une équipe qui va autour de ça, qui va dans les familles ou qu'on essaie le plus possible de garder dans les familles ou dans les milieux qui sont moins sécurisés comme une RAC. Là. Mais on essaie de faire ça, mais dans les faits, des fois ça devient trop lourd, les familles sont trop épuisées ou c'est trop un danger pour les autres pour eux-mêmes, fait qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Puis des fois, c'est carrément la décision de la famille de ça fonctionne plus, on doit, puis on a des milieux qui sont
Mettons que je pense à une certaine hôpital à Saint-Hyacinthe où il y a une unité complète de ça. OK. C'est une grosse unité. C'est 10 usagers par elle pour 6 intervenants planchers. Quand même, hein? Plus des agents de sécurité, des agents d'intervention présents au cas où. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde pour 10 personnes. Effectivement. Ça crée pas une espèce comment je peux dire ça? Trop de gens autour de la même personne, ça crée pas un peu une espèce de chaos? Oui. Tu sais, quand t'arrives dans un milieu comme ça, moi, ça me désorganise, là, dans le sens que t'as beaucoup de monde qui se promène, t'as beaucoup de bruit. Fait que, tu sais, mais on apprend à les connaître, puis il faut savoir qu'on a quand même un très, très gros processus d'évaluation autour des personnes pour être capable de cibler qu'est-ce qu'on peut aménager autour d'eux pour que ça fonctionne, pour qu'eux fonctionnent bien, pour avoir de l'apprentissage, pour que justement on les aide à trouver des moyens qui soient verbaux ou non, ou avec peu importe la déficience, le niveau d'apprentissage, pour qu'on soit capable de les amener à s'apaiser par eux-mêmes. Tu sais, c'est sûr que c'est chaotique, mais tu sais, un usager qui a la misère avec le bruit, on le sortira pas en plein milieu du souper, là. Ouais. Tu sais, on va l'enligner dans une routine qui va être un peu... qui va être vraiment à l'écart, qui va être en parallèle des autres pour éviter d'être dans les milieux où c'est bruyant à ce moment-là. Surstimulant, là, vraiment. Oui, on va essayer d'éviter la surstimulation, mais on va aussi les habituer pour justement un jour qu'ils soient capables de l'endurer puis d'être capables de fonctionner quand même. Mais on va leur donner des outils avant d'en arriver là. C'est souvent ça qu'on fait. Puis, mettons qu'on parle d'une journée type. Une journée, tu rentres le matin, ça ressemble à quoi l'horaire, en fait, le training de Il se lève, il se brosse les dents, il va manger, il prend sa médication. C'est une journée type normale de quelqu'un qui travaille pas, mais tu sais qu'on va ajouter des apprentissages dans cette routine standard-là. Tout en respectant le rythme de la personne. Il y en a que juste aller manger assis à la table, ça va être vraiment difficile, puis qu'à ce moment-là, ça se pourrait qu'une assiette revole, puis que là, il essaie de se faire mal, il essaie de frapper quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas capable d'exprimer. Mais ça peut très bien aller toute la journée super bien, mais que pendant la nuit, il se lève 4-5 fois dans la nuit. Fait que c'est pour ça qu'on a des surveillants la nuit, t'sais. Mais en général, ils se lèvent, ils mangent, prennent leur médication, ils vont faire leur routine d'hygiène, se laver, s'habiller, changer pyjama, faire leur petit ménage de chambre. Si on a des activités, aller prendre une marche. Ils sont pas enfermés nécessairement. Il y en a beaucoup qui vont sortir. Il y en a d'autres qui peuvent pas vraiment sortir parce que c'est trop dangereux pour eux ou pour les autres. Mais généralement, on essaie le plus possible de les sortir le plus dans la nature, là, dans le sens qu'on les sort pour être plus en société, pour être moins isolés. Moins isolés, tu sais. On fait des activités en dedans, tu sais, Noël, on le fête Noël avec les usagers, on va décorer, on tente de décorer, il y en a certains qui n'aiment pas ça, mais on tente de décorer, de leur trouver des activités, de cibler à chacun selon ce qu'ils aiment. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont en rack, mais on va au Walmart magasiner avec eux autres, mais qu'à revenir, il faut que tu les laisses un moment décanter, parce que là, s'il y a trop d'exigences, ça se pourrait que l'eau, ça l'aille pas bien. Mais il y en a plein là, qui ont ça a l'air super big, parce que de vue de l'extérieur, quelqu'un qui passe à côté d'une résidence, comme ça, va entendre crier, picher des affaires, va peut-être voir des affaires dans les fenêtres, va avoir mon Dieu, mais parce que c'est généralement dans leur milieu de vie où ils peuvent se laisser aller plus que, mettons, en société ou dans une dépanneur ou une épicerie. La personne n'est pas constamment en crise, elle Non. a des moments de crise, Oui. mais t'sais, le petit bout qu'on voit dans la fenêtre, c'est peut-être sa crise la semaine. Pis... C'est ça, puis c'est grâce à nos observations un peu. Là. C'est vraiment nos observations autour de la personne. Parce que quand ils sont rendus là, dans une rack, il y a eu beaucoup de choses essayées avant. Tu sais, c'est pas à première place qu'ils vont. Il y a eu des choses qui ont été faites dans la famille, dans d'autres ressources, ça n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup d'observations. Souvent, on a déjà un gros portrait de la personne, de comment elle fonctionne, on peut aménager autour de la personne pour qu'elle se sente bien, qu'on soit capable de l'apaiser. Donc, tu sais, quand on en a des moments, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose. T'sais, ça dépend il y a plein de facteurs de la personne qui dépendent de comment ça va se passer. On a vu beaucoup dans les dernières années, là, plein de films ou de vidéos avec des gens qui ont de l'autisme, qui ont des déficiences. Mais il y en a beaucoup, c'est tout ça en même temps. Là. Puis ça peut être mélangé avec de la santé mentale, ça peut être mélangé avec de la négligence familiale. Il y en a d'autres que non, pas du tout. T'sais. Fait que c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Fait qu'ils ont toutes leurs petites particularités, puis il faut tout savoir un peu leur cheminement pour être capable de bien fonctionner avec eux.
Puis là, ben, tu sais, on parle de comme, justement, ils peuvent avoir un paquet de diagnostics. Ouais. Tu sais, mettons, si je te demande, c'est quoi ta clientèle comme préférée, ton usager, mettons. Hey, ça change avec le temps. Quand j'ai commencé, moi, je m'en allais adolescent, trouble de la conduite. Je m'en allais avec déficience légère, là, mais avec des enjeux santé mentale. Je m'étais c'est ça, je m'en allais. J'ai réalisé que quand j'ai commencé, j'ai adoré tout ce qui était des usagers qui sont non-verbaux avec TSA, beaucoup, des autistes non-verbaux, avec souvent, ça arrive qu'ils ont de la déficience, des fois ils n'en ont pas beaucoup, mais ça dépend. Ces usagers-là, qui sont plus difficiles à aller chercher, qui sont un peu plus réactifs, ceux que les gens ont moins envie nécessairement de travailler avec eux parce qu'ils ne comprennent pas, ceux-là, je les aimais beaucoup au début. Okay. J'ai commencé il y a 4 ans, c'était mon dada. Le pire, c'est que quand je commençais, cette personne-là en particulier, j'en avais terriblement peur. Il sort, puis par sa prestance, son imposant, il était très grand et très large. Quand il s'en allait dans le corridor, je me poussais, j'étais pas capable de rester là, j'avais vraiment peur de lui. Puis à force de l'avoir connu, là, je l'aimais d'amour. J'avais du fun avec lui, j'étais capable de l'amener à des endroits, des moments fascinants avec lui, parce que je suis capable de l'amener à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, mais avec des gros comportements. Suite à ça, j'ai changé d'emploi, fait que j'allais plus à cette résidence-là. Puis je me suis mis à avoir d'autres types de clientèle, d'autres types d'usagers. Il faut savoir qu'en Estrie, on a beaucoup de résidences différentes. Puis la Rive-Sud, la même chose, il y en a vraiment beaucoup différents, puis des profils complètement à l'opposé. Puis là, j'ai connu un peu plus verbaux, un peu plus jeunes, des fois un peu plus vieux, challengeants. Puis tu sais, comme là, présentement, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est des usagers... ce qui me challenge le plus, c'est les usagers qui sont verbaux, un peu plus jeunes, fin d'adolescence, début jeune adulte, avec santé mentale, avec beaucoup de comorbidités, avec des diagnostics différents. Verbaux ou moins verbaux, avec des modes de communication, ça aussi, ça me challenge beaucoup. Quand il y a beaucoup de crunchy autour de l'usager, quand il y a bien des affaires et qu'on ne comprend pas tout, mais il faut qu'on crée notre lien quand même, ça, j'aime ça. C'est le genre de clientèle que je trouve. Fait que plus que challenge, plus que ça t'intéresse. C'est exactement ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est que la facilité, c'est pas pour toi. Et puis non, parce que j'aime quand même arriver dans un dossier parce que il y a déjà comme beaucoup d'observations qui a été faite, puis on part déjà avec une bonne solidité d'intervention autour. Fait qu'on sait déjà qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Il y a déjà un mode de communication, fait que tu pars pas de zéro. T'sais. J'aime quand même un peu cette facilité-là. Des fois, tu arrives dans un dossier qui a déjà une grosse partie de faite, mais là, on est dans un moment où il y a un bris de fonctionnement intense, puis il faut qu'on trouve le pourquoi du comment. Ça, j'aime ça. Mais j'ai vécu beaucoup d'affaires très différentes en 4 ans. Vraiment, là, c'est inimaginable de tout ce que je peux vivre. Puis, tu sais, c'est des anecdotes. Des fois, avec ma famille, ils font comme. Mais voyons donc, tu vis ça à job. C'est ça. Tu sais, ça arrive, il y a des affaires époustouflantes. Mais j'ai réalisé que j'étais bonne dans le cas d'urgence. Moi, quand on sait tout pas quoi faire, c'est là que je suis le plus efficace, c'est là où j'ai le plus d'idées, où je suis le plus fonctionnelle. Fait que j'ai réalisé que c'était cette clientèle-là qui me tentait le plus, parce que c'est souvent la clientèle où on a besoin des partenaires policiers, des partenaires CLSC, des partenaires de tous les bords, tous les côtés, puis qu'il faut travailler tout le monde en équipe, puis qu'il faut que tout le monde soit prêt à travailler en équipe, parce qu'il n'y a pas tout le temps tout le monde qui aime travailler en équipe. Non. Ça, j'aime ça. Ça me donne bien du challenge, j'aime beaucoup ça. Puis en moyenne, moi j'avais cette petite question-là qui me titille. Les gens restent. Est-ce que c'est à vie? Est-ce que c'est un séjour? Est-ce que c'est quoi le temps? Mon programme est un épisode de service. Donc, c'est un épisode de service volontaire. Donc, c'est un épisode dans la vie de la personne qui va pas bien, qui a des comportements. Il faut savoir qu'en RAC, c'est le même principe, sauf que c'est supposé être du 0 ou 2 ans à peu près. Là, on n'a pas vraiment, on met des dates, des moments là, de vie, mais dans les faits, c'est pas à vie une RAC. T'es pas supposé, mais il y en a des RAC long terme, qu'on le sait que ça va être vraiment très long, puis ça se pourrait que ça perdure en temps, puis ces sujets-là aient quand même des comportements, mais qu'on va essayer de diminuer l'impact au minimum, mais ça se peut qu'ils restent là quand même. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres milieux de vie où ce que ça va être du in and out.
dans mon programme, c'est supposé être du in and out. On n'est pas supposé rester perdurer dans le temps parce que c'est supposé être des épisodes de moments où tu as besoin d'aide parce que c'est spécialisé au comportement. Généralement, dans le secteur où je suis, si c'est une personne qui est hébergée en famille d'accueil ou en ressources intermédiaires, c'est des usagers qui vont toujours avoir un intervenant d'un programme. OK. Ils vont toujours pour la sécurité, que c'est quand il y a de la famille ou pas de famille, qu'il soit curatelle ou pas curatelle, c'est pour s'assurer qu'il y a quand même pas un apprentissage, là, je ne vais pas dire ça comme ça, mais Un certain suivi. il y a quand même une stimulation qui est faite sur un plan ou un autre. T'sais. Il y en a des âgés qui ont déjà eu des gros épisodes de service dans mon programme, mais qui sont super stables depuis des années. Là. Puis tu sais qu'on le sait que quand ils sont anxieux, ils vont se gratter au sang puis que ça peut devenir intense. Fait qu'il faut qu'on intervienne à ce moment-là avant que ça dégénère au point où on ait besoin de mon programme. Okay. Fait que dans les faits, ils ont quand même besoin d'intervenants dans leur vie. Et c'est surtout pour s'assurer que ça va bien quand même. C'est qu'on les échappe pas là, parce que sont dans une ressource éloignée puis l'intervenante est habituée, fait qu'elle laisse aller, mais dans les faits, il faudrait peut-être intervenir un peu plus. C'est vraiment ça. Fait que dans les faits, dans mon programme, c'est un épisode de service. C'est vraiment comme le bout de la ligne. C'est le bout où ce qu'on a tout essayé, sont dans un rack. Là, on essaie de stabiliser pour éventuellement les retourner dans une ressource intermédiaire, une famille d'accueil ou la famille naturelle. Des fois, ça peut arriver. OK. Mais c'est comme là où ce que je suis présentement, dans la chaise où je suis présentement, dans le poste que je suis, c'est... Moi, je suis à l'étape avant ça. OK. Fait que moi, je suis dans l'étape où je suis pas dans l'équipe de la RAC. Moi, parce que la RAC, c'est vraiment une équipe de travail complète. Je suis dans l'équipe qui va aller dans les familles, qui va aller dans les ressources, dans les familles d'accueil, dans les familles naturelles ou dans les ressources intermédiaires. Ou des fois, c'est juste des soutiens à l'école. Tu sais, des fois, c'est juste parce qu'à l'école, ça va pas bien, dans la famille, ça va bien. Fait qu'on va aller à l'école un peu pour voir. Pour aller donner du soutien, mais faire des observations, faire notre analyse complète autour de la personne pour évaluer c'est quoi qu'on veut traiter comme comportement. Tu sais, des fois, ce que les familles sont à bout de vie n'est pas nécessairement le comportement qui va être le plus au bout de la ligne, qui va être le plus important pour la personne. Tu sais, c'est sûr que des comportements qui menacent un hébergement, ou c'est parce que là, il faut savoir qu'un parc d'hébergement gouvernemental, il n'y en a pas des millions, puis il y a beaucoup, c'est très saturé, donc tu sais, des fois, c'est des échanges de places entre eux, mais tu sais, on n'a pas réglé le problème. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est très contingenté? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait avoir plus de possibilités, plus d'intervenants, plus de lieux comme ça? Ou est-ce que tu penses que ça serait peut-être servi autrement? Tu sais, sans servir moi, je suis mitigée, parce que je me dis, oui, il en faudrait plus, parce que des fois, on a besoin... pas longtemps, mais tu sais, il faudrait qu'on mette un gros cadre, qu'on ait une grosse équipe autour de la personne, puis qu'on donne beaucoup d'intensité sur certaines choses pour que la personne s'apaise assez, qu'on puisse comme le ramener ailleurs. Mais en avoir plus veut dire plus de place, veut dire plus la facilité de les envoyer là quand on n'a plus de place dans les ressources. Ouais. Puis tu sais, c'est quand même des milieux qui sont quand même intenses, là. Qui sont intenses, qui a certains usagers, certaines personnes qui sont moins aptes à comprendre qu'il y a certains comportements qui ne se font pas. Donc, il y a beaucoup de modélisation face aux autres comportements des autres personnes. Fait que des fois, ça pourrait ne pas nous aider justement de les amener dans des milieux comme ça. Puis, tu sais, ça dépend de tout le monde, ça dépend des profils, mais en général, on veut pas nécessairement les envoyer là. C'est le bout de la ligne, c'est parce qu'on n'est plus capable de rien faire, puis qu'il n'y a rien, on est capable de mettre autour. Puis, mettons, pour se rendre, tu sais, là, de ce que je comprends, moi je suis très visuelle. Fait que c'est un peu comme une échelle. Le rack, c'est le bout de l'échelle. Tu es en haut, toi tu es un petit peu en bas. Toutes les autres étapes ici. Mettons, il y a un parent qui nous écoute vraiment. La première ligne, c'est CLSC. Ton médecin de famille, CLSC, d'avoir un soutien d'intervenante, que ce soit psychoéducatrice, éducatrice, que ce soit travail social, que ce soit du coaching parental, que ce soit de mettre en place un petit cadre à l'école. Tu sais, des fois, ça part de l'école aussi, là, quand ils sont très jeunes, ça part de l'école. Qui vont essayer de mettre des choses autour de la personne, ils vont essayer de voir avec les parents vont demander du soutien, c'est au CLSC généralement qu'on demande la première place. Parce que tu sais, on n'arrive pas dans un bureau comme où je travaille puis faire « Ah, j'ai besoin d'aide, mon environnement. » Non, ça marche pas de même. Fait que c'est le guichet d'accès, puis là, ça devient compliqué. C'est plus touché, mais dans les faits, c'est le médecin qui demande au CLSC de l'aide. Puis ça peut être les gens qui appellent au CLSC aussi pour faire comme « J'ai un besoin à la maison, j'ai pas de médecin de famille, peu importe. » Puis à partir de là, eux font une demande au guichet d'accès. Si jamais, après l'évaluation, ils réalisent que là, je vais mettre jeune, parce qu'on a des enfants. Je me dis, un enfant de 8-9 ans qui a des problématiques, qu'on commence à voir à l'école, ça ne marche pas, mais il y a un diagnostic de TSA.
Là, ils vont le rediriger dans le programme qui va avec le jeune par rapport à... Généralement, ils vont pas directement à mon programme parce que des fois, c'est des petites adaptations autour. Ils n'ont pas besoin que mon programme arrive avec 2-3 intervenantes puis qu'on mette plein de changements autour. Ils ont besoin de juste comme analyser la situation. Est-ce que c'est l'environnement familial? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le jeune? Il faut qu'on trouve des techniques pour qu'il s'adapte un peu mieux. Ou bien qu'on adapte un peu la maison en fonction du jeune. T'sais? Fait que c'est beaucoup ça en premier. Puis en attendant, tu sais, parce qu'on va se le dire, on se le cachera pas, au Québec, il y a des listes d'attente, c'est long des fois. Non, aussi, hein. Tu sais, pour les parents qui nous écoutent présentement, qui sont comme, oh mon Dieu, je reconnais un peu mon enfant parce que, bon, avant le podcast d'aujourd'hui, on a expliqué ce que c'était en fait la neurodivergence, puis à quel point ça peut avoir, tu sais, c'est large. Souvent, c'est des spectres, fait que tu sais, ça va loin. C'est un très gros spectre. Oui, c'est pas ça. l'oublier, là. Fait que ça peut partir de... Il a juste la misère à s'habiller puis il gère pas son linge. Ah, il se tape d'en face parce que l'autobus est orange puis il aime pas l'orange. Tu sais, ça peut... Puis n'importe ils ont quoi, le même mais ça va vraiment être ça. diagnostic. Ils ont le même diagnostic. Ça. Mais tu sais, autisme fait énormément peur. Mm-hmm. Avant de travailler pour mon programme, avant, j'étais vraiment dans j'avais pas la même vision parce que j'en ai vu qui sont rendus, qui travaillent, qui sont en appartement supervisé, mais qui avant étaient même pas établis tout seuls. J'en ai vu, pas beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail. Mais j'en ai vu. Fait que ça fait vraiment peur pour les gens qui connaissent pas ce type de clientèle-là, qui connaissent pas ces gens qui ont des diagnostics comme ça ou qui voient les extrêmes. C'est ça. Ils voient beaucoup les extrêmes. On entend tout le temps les extrêmes. C'est rare qu'on entend les bonnes choses. Ouais. On va Quand entendre tu connais pas ça puis qu'on te parle d'un autiste, on voit tout le temps celui qui est non-verbal, celui qui est pas capable de... Qui fait du flapping, c'est ça. Qui fait du rocking, qui se baisse à Qui fait le bacon à terre, même s'il y a des cris de quelqu'un. bouche, tu sais, c'est quelqu'un qui a un TDA peut faire du rocking pour se calmer. Fait que, tu sais, c'est tellement large, comme tu dis. Ouais. Il y a tellement de comorbidités aussi. Comme on a expliqué, la comorbidité, c'est comme un autre petit trouble qui vient s'accompagner du diagnostic. Mais exemple, quelqu'un qui n'a pas de diagnostic en ce moment, qui est en attente de voir le CLSC, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Je remarque là, mettons moi, là, je remarque mon enfant, je vois que ça commence à être difficile, il y a certaines choses dans sa routine que la minute où ça déroge, ou là ça devient vraiment très difficile. Comment je peux faire pour accompagner mon enfant là-dedans en tant que parent? C'est du cas par cas, mais je dirais, généralement, c'est la communication. Puis je vais être franche, pour avoir été dans plusieurs familles, généralement, c'est la famille qui est le problème. Puis je dis pas problème comme méchant non. du côté méchant, c'est que c'est notre fonctionnement autour qui fait que ça marche pas avec l'enfant. Puis je dis pas aux parents non plus de tout changer, là. Mais tu sais, des fois, de juste adapter la communication. Tu sais, quand on a des enfants qui gèrent vraiment pas bien les transitions ou ils gèrent pas bien le temps, c'est de communiquer. Puis de mettre du visuel. Tu sais, des enfants, c'est généralement visuel. Tu as des enfants qui comprennent très bien la première fois, puis tu arrives à ton deuxième enfant, qui comprend jamais rien, puis fait que des cris à fois qu'il parle. Faut que tu changes un peu ta façon de faire. Ça marche pas parce que ça marche avec le premier, ça marche avec le deuxième. Oh non! Il y a bien des enfants qui marcheront pas avec ton premier, qui vont marcher avec ton deuxième. Fait que tu sais, puis tu sais, des neurotypiques, c'est comme ça. Fait que ça arrive que tu as besoin d'avoir un peu plus de matériel pour certains enfants. Puis tu sais, dans les écoles, c'est méga visuel. C'est pas pour rien. Fait que, tu sais, un enfant qui gère pas les transitions, mais généralement, c'est de lui expliquer à l'avance, de lui mettre en temps ce qui va se passer. Puis ça veut pas dire qu'il y a un diagnostic. Tu sais, les gens paniquent un peu là-dedans. Puis je le sais, pour avoir un enfant à diagnostic, que c'est soit tu vas au privé, ça coûte 2000$, soit que tu vas au public, ça te fera 2 ans et 3 ans si t'es chanceux. Fait que, tu sais, t'as comme le beau clash entre les deux. Fait que c'est de mettre des petites choses en place qui aident à ta routine de vie, qui allègent, dans le fond, l'enfant un peu, puis qui t'allègent toi. C'est juste de nous adapter une petite affaire, là, tu sais, parce qu'on est très impatient en tant qu'humain. On a toute une date limite, mais on a toute une limite dans nos émotions, dans nos tolérances. Puis les enfants ont vraiment le don de nous peser sur le piton qui marche pas, là, tu sais, le piton qui fait comme, là, ça marche plus, toi-même, tu te géreras plus. Mais généralement, c'est à ce moment-là qu'il faut juste plus rien faire. C'est plutôt que d'essayer plein d'affaires. Fait que le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'observer nos enfants, parce que les observations, de se reculer, de se libérer de la situation, de faire qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux essayer de l'aider. Puis généralement, on est trop collés. C'est nos enfants, on veut les aider, c'est émotionnel. Ouais, puis souvent, pour avoir travaillé avec des ados, là, pas nécessairement qui ont une neurodivergence, mais c'est qu'on veut que ça se règle là. T'sais. Il y a un comportement, c'est comme, et voilà, vous allez faire des miracles. T'sais.
Puis tu sais, ouais. Puis la vie, elle va tellement vite, puis souvent, c'est ce qu'on remarque, c'est que le parent, il prend pas le temps, tu sais, il est comme... Puis en tant que parent, tu as une espèce de sentiment d'impuissance aussi qui s'amène, où que je pense qu'on le vit tout en tant que parent, même d'enfants neurotypiques. Fait que quand c'est justement neuroatypique, puis que l'enfant, justement, vient peser sur des boutons sans même savoir qu'il pèse sur les boutons, puis que là, tu essaies de lui expliquer, mais qu'il comprend pas ce que tu essaies de lui expliquer, là, ça vient à la culpabilité, puis fait que ça monte vite, puis honnêtement, je pense qu'en tant que parent, ce qui est le plus difficile, c'est justement ça, d'avoir l'impression d'avoir les bons outils. Oui, le cordonnier mal chaussé, exactement. Je suis intervenante Mm-hmm. en trouble grave de comportement. Moi aussi, je m'ai crié à 5h30, 6h quand je suis en train d'aller souper, puis qu'il y avait 40 fois qu'elle me demande d'aider pour les devoirs. Ça se pourrait que je me hausse le ton pas mal, puis que je pogne un peu une nerf, puis je regarde mon chum, puis je fasse, ok, là, c'est maintenant que t'embarques, là. Même, c'est tout de suite. C'est impressionnant. Ça se pourrait que je le fasse, puis tu sais, puis c'est humain, c'est complètement humain, puis tu sais, faut savoir que quand moi j'arrive dans une famille, quand mes collègues arrivent dans des familles, on arrive dans des moments où ça va pas bien, qui attendent qu'on arrive, c'est un peu comme des sauveurs. Mm-hmm. Mais on n'est pas, on claque pas des mains, on des doigts, puis c'est fini, on n'a pas de baguette, mais j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais j'en ai pas, fait que c'est beaucoup. Des fois on arrive, puis ils s'attendent à ce qu'on règle ça maintenant, genre, attends, je le connais pas, ton enfant, ou ton adolescent, ton adulte, parce que des fois c'est des adultes, il faut le savoir, fait que je les connais pas, faut que j'apprenne à le connaître, que je crée un petit lien avec lui, que j'essaye des affaires, voir qu'est-ce qui pourrait marcher ou pas marcher. Puis je vous observe dans votre dynamique. Parce que des fois qu'on arrive, les parents, la maison est propre, tout est beau. Après 2-3 semaines, qui te vaut 2-3 jours, là, ça se pourrait qu'ils se laissent un peu plus aller. Puis là, comme le moment où que, ok, je vais avoir trouvé c'est quoi le déclencheur, pourquoi il fait ça. Parce que aujourd'hui, vous étiez fatigué, hein? Ouais. C'est de la toucher de parler des parents. Je suis maman aussi, là, j'ai pas envie de me faire dire quoi faire. Puis j'ai pas envie de me faire dire non plus, c'est toi qui est pas correct, Caroline de bien, tu sais. C'est toi qui devrais. Toi, c'est de l'accumulation à l'école, puis là, c'est le petit. À la maison, ils sont bien. À la maison, ils sont pas obligés de se gérer comme en public, comme en société. Fait que, tu sais, quand on dit, ça allait bien avant que t'arrives, les mamans, ils ont se fait dire ça à la garderie, là, ça allait bien avant que t'arrives. C'est le safe zone. C'est parce qu'on est vecteur d'émotion. Les enfants, c'est nos enfants. Fait que, tu sais, puis moi aussi, j'ai eu les plus grosses crises d'honneur de mon enfance. Ça a été quand moi, j'étais là. Fait puis c'est normal. Puis faut pas se culpabiliser avec ça. C'est parce que l'enfant est tellement bien que c'est là qu'il peut se laisser aller. Puis, tu sais, si c'est géré toute la journée, il y a plein de choses qui l'achalent à l'école, il y a plein de choses à la garderie qui l'a gossé. À job, ça s'est pas bien passé. Ou parce qu'on en a qui ont des diagnostics qui habitent encore chez leurs parents à 40 ans, tu sais, mais. Il arrive à la maison, puis ça explose là, mais c'est pas nécessairement de notre faute non plus. C'est qu'à ce moment-là, il fallait le verre d'eau était rendu au rebord, puis il est arrivé une petite affaire niaiseuse, pouf, ça partit. Fait qu'il faut pas se culpabiliser non plus, parce que c'est pas nécessairement de notre faute si nos enfants sont comme ça, puis c'est loin d'être les seuls enfants non plus. On est quand même chanceux, malgré nos listes d'attente. On est quand même bien équipé dans la connaissance des gens neurodivergents. Fait qu'on est vraiment très bien équipé pour les aider. Mais on a certains enjeux de personnel, certains enjeux d'équipement non disponible ou de financement. Des fois, là, ça va dans la même chose pour les OBNL. On a tous les mêmes types d'enjeux des fois. Mais il ne faut pas s'inquiéter avec les enfants. Ils vont s'adapter. Là. Puis... qu'ils soient neurodivergents ou non, nos enfants vont vivre quand même, puis malgré qu'on fait des erreurs, qu'on leur a donné de la malbouffe pendant 3 jours, ben c'est pas grave, ils vont s'en remettre quand même. Si on a un parent qui écoute présentement puis qui se dit ok, le CRSC, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je peux amener à mon enfant en tant qu'outil? Oui, là, on a nommé les pictogrammes. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un pictogramme, souvent ça va être une routine en image. Donc, par exemple, je vais aller faire pipi, ben des fois, ça arrive des enfants qui oublient de s'essuyer parce que c'est pas clair dans leur tête, je vais faire pipi, je m'essuie, je me lève et tout ça, on remonte tout de suite les pantalons, on va jouer. Le pictogramme va servir à prendre le temps, regarder chaque étape un à un. Mais autre que les pictogrammes, quel outil est-ce qu'un parent peut appliquer tout de suite? Je dirais que dans la plupart des librairies, il y a des outils qui sont, mettons, pour à la toilette, l'hygiène, etc., de base, surtout pour les enfants plus jeunes, mais qui sont quand même très de base, sont quand même très bien faits, qui sont déjà tout de suite, t'achètes déjà tout de suite. Ah, super. Parce que, tu sais, donner un truc miracle, il n'y en a pas. Ça dépend de pourquoi, du comment, puis
qu'est-ce que l'enfant est prêt à faire ou à quelle étape il est rendu. Du comportement aussi. Ça dépend du comportement, tu sais. Il y a plein d'affaires qui se vendent, mais si c'est pas bien utilisé au bon moment, puis de la bonne façon, mais on brûle ces moyens-là. C'est ça qu'il faut pas oublier. Tu sais, t'arrives dans une famille, puis que tu dis, ah, il faudrait un tam-tamer, ouais, mais j'ai utilisé, ça va marcher. Puis là, toutes les fois que tu le sors, le jeune, il pète une coche parce que ça a pas bien été. Ouais. Il associe ça à quelque chose de Ça a bien été négatif. commencé, ça a pas été. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, il faut faire attention. Tu sais, quand on est submergé, c'est de se retirer. Tu sais, je le nomme à tous mes parents, c'est de se retirer. C'est la même chose pour les ressources, c'est même pas leurs enfants, mais des fois, ça marche pas. Ça fonctionne pas parce que t'es plus dans ton rôle d'intervenant, t'es dans ton rôle de je suis à bout de ma vie. Fait qu'il faut se retirer le plus possible. Faut se mettre, faut se choisir avant de choisir l'enfant ou l'adulte ou l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on fait une belle intervention. C'est de pas le prendre personnel. Puis souvent, quand c'est nos enfants, on le prend vraiment personnel. Donc il faut se retirer un peu puis se détacher. Puis pas s'isoler, bien important. On a beaucoup de familles isolées qui, par les comportements, osent pas sortir de la maison. Sont malaisés, fait que ça finit par s'isoler, fait que ça finit par devenir un cocon qui est plus bien. Parce que là, ils sont juste eux autres avec l'enfant ou avec l'adolescent, puis ça marche pas, mais il faut quand même en parler, puis il faut sortir, puis il faut pas... si l'enfant il fait une crise à l'épicerie, ben il fait une crise à l'épicerie, il faut pas se cacher, là, ça sert à rien de se cacher. Là. Parce que ton enfant fait une crise que tu es un mauvais parent. C'est pas Mais parce non, que ton enfant vraiment. décide que la rangée des céréales, à foutre le camp sur le plancher durant l'épicerie, ça se peut, ça arrive, ben... Souvent, en tant que parent, je pense qu'on a le réflexe de faire comme « Ouh, qu'est-ce que les autres vont penser? » La réalité, c'est qu'ils penseront bien ce qu'ils veulent. L'important, c'est que ton enfant est en sécurité. Toi, est-ce que tu es capable en ce moment de gérer la situation? Oui. Bon, ben, garde. Je pense qu'il y a aussi la peur de déranger. Là, qu'est-ce qui tu sais, oui, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis la honte, puis tout, mais il y a aussi, justement, quand je vais aller voir, je sais pas, les grands-parents, ben, comme, je le sais qu'il va faire un peu plus de bordel, il va peut-être plus crier, il va peut-être plus ci. Là, c'est comme, ben, je veux pas leur imposer ça non plus, là. D'imposer la routine aussi, des fois, c'est difficile d'arriver puis faire comme, ben, nous, à 7 heures, c'est le bain. Comme, il n'y a rien d'autre qui existe qu'à 7 heures, c'est le bain, puis il faut le faire parce qu'on sait que c'est un trigger. À 7h05, on a une crise. Si le bain n'est pas pris, ben, ça peut arriver aussi. Fait que je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est, comme tu disais tantôt, je pense, la communication. J'ai tellement aimé ça, ce que tu as dit, parce que c'est tellement vrai, autant que le parent, que l'enfant, puis c'est d'être ouvert, je pense, à l'écouter son enfant, parce qu'il te le dira pas avec des mots nécessairement. Puis tantôt, peut-être, on verra, là. Mais tu sais, d'expliquer. Regarde, là, maman est en train de faire le souper, regarde, je suis en train de faire les patates pilées. Laisse-moi finir ça, je vais aller t'aider avec ton truc après, ça sera pas long. Tu restes avec moi pendant que je le fais. Tu sais, je vais te mettre en sécurité, je vais te mettre sur un petit banc à côté. Parle-moi de ta journée. Tu sais, de ne pas systématiquement. Mais là, je suis occupée, je peux pas. Il y a des moyens de moyenner pour qu'on soit capable de s'en occuper. C'est sûr que papa, s'il est là, ça serait pas pire. Mais des fois, on n'a pas de papa. On gère ça tout seul. Fait, ou c'est papa qui gère ça tout seul, pas de maman. Fait, il faut trouver le moyen moyenner pour les inclure dans nos routines pour qu'ils soient capables de comprendre au bout de la ligne. Des enfants neurotypiques autant que neurodivergents. Atypique ou pas, il faut quand même que les enfants soient capables de te comprendre ce qui se passe autour d'eux pour être mieux capables de comprendre pourquoi ils vont pas bien. Fait que les enfants vont communiquer. Il faut communiquer, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe les diagnostics qu'il y en a ou qu'il n'y en ait pas, ou qu'on n'est pas sûr. Il faut communiquer avec nos enfants, c'est ça qui est le plus important. Tu sais, c'est des enfants qui ne comprennent pas tout. Non, mais ils vivent avec nous autres à la maison. Fait que quand il se passe pas de quoi de bien à la maison, ils se font des idées, des fois, ils sont juste pas bien parce qu'il se passe jusqu'à avec papa ou avec maman, ça va pas, tu sais. Fait qu'il faut communiquer avec les enfants, c'est ce qui est le plus important, puis leur expliquer les bonnes choses. Puis là, tu sais, je dis ça a l'air vraiment simple, ça a l'air tout rose, tout cute, avec des petits papillons. Mais dans la vie de tous les jours, c'est anxiogène à côté de ne pas être sûr si ton enfant va virer son assiette à l'envers parce qu'il est fâché, parce que quand il y a des brocolis puis il voulait des carottes ou... Mais il faut se reculer puis le valider avant de se devenir anxieux à propos de ça. Tu sais, on n'est pas toutes parfaits, fait qu'il faut laisser aller. J'ai une très bonne amie à moi que ça fait un bon 30 ans, je connais. Ouais, 30 ans. Elle a une petite fille, il y a quelques années, elle m'a appelé en pleurant en me disant « J'ai eu le diagnostic, elle est autiste. » Ça fait longtemps que je le sais. C'est correct. Comment tu le vis?
Ben, ça change rien dans ma vie de l'avoir. Mais elle dit, de me mettre les mots dessus, ça me fait capoter. Puis maintenant, elle dit, je suis une mauvaise mère si j'ai abandonné l'idée de la nourriture puis que crime bin, je donnais avec des maudites croquettes. Ça fait-tu vraiment une différence dans ta vie, non? Tu as dit tes croquettes, elle mange? Elle aime ça, les multivitamines gélules. Elle dit, ben, donne-lui des gommies en multivitamines. Je me demandais, tu vas-tu vraiment te battre à tous les soupers pour cet enfant-là? Elle mange relativement bien, elle mange des légumes, des fruits, oui, mais elle veut juste manger des croquettes le soir. Ben, d'où tu sais tes croquettes? Ben, c'est toutes sortes de croquettes, il y a juste une seule sorte. Une chance, c'est la non-même. C'est le fun, c'est pas mais elle mange juste ça. Je suis comme correct, il faut laisser aller les choses à certains moments, puis pas s'inquiéter d'être une mauvaise mère ou un mauvais parent en général. Les croquettes, ça ne tuera pas personne. Non, c'est ça. Puis, probablement que c'est une fixation qui va finir par passer, puis à un moment donné, ça va être autre chose, puis, tu sais, à un moment donné, j'aime vraiment ce Puis qu'elle amène de les lâcher pas. prise, là. Les petits pas. Ouais. Ça paraît pas des fois, mais il y a un petit pas. Ça ne rend pas grand-chose. Des fois, c'est plus long qu'un enfant qui est neurotypique. Puis c'est correct. On va le viler, tu sais, puis tu vas avoir des plus petits pas, puis tu vas te réjouir il est capable de mettre ses bas toute seule à 8 ans. Go for it! C'est excellent! Ils sont pas obligés d'aller plus vite que les autres, ils sont pas obligés d'aller au même rythme que les autres. J'ai eu un enfant qu'on m'a dit serait jamais normal. J'ai eu un enfant qu'à la naissance m'ont dit que ce serait jamais normal. Fait qu'à chaque rendez-vous pédiatrique, on me disait ce qui est acquis va rester. Fait qu'on poussait l'acquis à côté. Premier enfant de famille des deux bords, on poussait. Puis à chaque rendez-vous, il en manque. Tu sais, hier, elle fait pas encore ça. Puis c'était des niaiseries, là, tu sais, genre, elle monte les marches encore à un pied, pas à deux pieds, tu sais, c'était ridicule. Mais elle monte les marches. Puis ça m'achalait, tu sais, ça m'achalait, puis ça venait me chercher. Puis c'était avant que je devienne éducatrice, là, ça m'achalait, là. Mais on travaillait fort. Puis, à un moment donné, j'ai comme, hey, elle peut-tu monter les marches comme elle veut? Colline de Bien, elle peut-tu comme prendre son crayon comme elle veut? À l'âge qu'elle a, elle écrit pas encore, son contrefiche. Fait que moi, j'ai fait comme, fallait tout péter des fleurs, puis... Moi, je sortais de là, mon chum, puis il doit même pas vous te le répéter. Puis en fin de compte, souvent, après, on avait des rendez-vous aux 3 mois, là. Puis, aux 3 mois, après 2-3 semaines, elle faisait ce qu'il m'avait dit qu'elle faisait pas encore, là. Fait que je laissais aller, je sais comme on s'en fout. T'sais, aujourd'hui, il n'y en a pas de différence là, avec un autre enfant parce qu'on a travaillé fort. Mais on s'est fait faire peur vraiment très tôt dans sa vie, là. Mais tu sais, on a d'autres enjeux avec d'autres affaires, mais je veux dire, en général, faut juste pas focusser sur maintenant qu'est-ce qui va pas bien, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer pour plus tard, puis c'est pas grave. Tu sais, on souhaite tous que nos enfants se marient avec des enfants, il y a une maison, mais ça se peut qu'il n'y ait pas ça, là. Non, mais Puis, ça se peut que même. Qui aime ça. Ben, Son besoin, c'est de rester dans sa chambre, jouer aux jeux vidéo toute la journée. c'est ça. Ben écoute, on va te donner des bases ça, que tu sois plus fonctionnel. Puis ça marche pas, ça marchera pas. Il n'y a aucun parent qui peut de toute façon prévoir ça. Il y en a qui veulent pas avoir d'enfants, puis il y en a qui veulent pas se marier. Hey, puis on est tellement dans une ère où on est C'est ça. du vivre et laisser vivre. Là, t'sais. Je pense que nos enfants sont quand même pas pire chanceux versus ce que nous on a vécu ou ce que nos parents ont vécu parce que eux sont dans un ère où ce que les gens sont de plus en plus tolérants. Il y en a encore des extrémistes, mais ils sont de plus en plus tolérants, où les enfants sont de plus en plus vivre et laisser vivre. Il y a encore du monde extrême, mais ils vont avoir la chance d'avoir du monde qui autour qui s'en foutent de ce qu'ils font, ils font pas, puis c'est correct, là. Honnêtement, je voulais dire un gros merci parce que je veux pas non plus prendre trop de ton temps. Et honnêtement, ça a amené beaucoup d'outils. Moi, j'ai moi-même un enfant qui est neuroatypique. Moi, ça m'a aidé. Donc, je suis très, très, très confiante que ça va avoir aidé beaucoup, beaucoup de gens. Surtout à se sentir moins seul. Je pense de comprendre que en tant que parent, ben, on fait de notre mieux. Il y en a vraiment beaucoup. Faut vraiment pas se dire qu'on est tout seul. Puis on se reconnaît. Puis moi, je les vois, les parents avec des enfants qui ont des petites différences parce que, Colin, je fais ça dans la vie de tous les jours. Puis il y en a qui sont exceptionnels, puis il y en a qui, tu le vois, qui l'ont pas pantoute, mais tu sais, tu te dis, gars, ils vont finir par l'avoir un jour. Je pense que le message qui est important de passer aussi, justement, comme tu dis, c'est des pas tout seul, mais c'est, il y en a des outils. Premièrement, la communauté AID, pour ceux qui connaissent, en fait, on aide les gens avec des difficultés multiples, donc que ce soit, là, on parle de neurodivergence, donc
le parent qui vit avec cette espèce de moton-là, puis qui a l'impression qu'il s'en sortira jamais, puis que c'est pas un bon parent, puis que son enfant, il va pas assez bien pour lui, puis tout ça, ben, il y en a des outils, il y en a des oreilles qui sont là pour t'écouter, il y en a des gens qui sont là aussi pour vous amener, puis comme tu l'as nommé, oui, il y a des échelles, tu sais, toi tu travailles un petit peu plus haut dans l'échelle, mais il y en a des portes ouvertes en bas aussi, puis il y en a des places où on peut aller. Je veux dire, comme je disais, un gros merci. Puis, j'espère honnêtement que t'as eu autant de fun que nous autres. J'étais bien énervée. Parce que moi, t'as invité à un podcast, j'étais toute énervée. Mais, je suis contente parce que j'aime ce que je fais. Puis, tu sais, des fois, dans ma vie tous les jours, c'est difficile. Puis, des fois, je vis pas toujours des succès. Des fois, c'est beaucoup d'affaires négatives. Fait que je suis contente de pouvoir nommer les choses qui fonctionnent. Mais autant, des fois, ça marche pas. Mais je suis contente d'être capable de vous en parler. Puis, d'aider quelqu'un, même si ça aide une seule personne. Je suis bien contente. Ah, absolument. C'est ce qu'on dit toujours. Puis si t'écoutes présentement, puis tu te dis, oh mon Dieu, comme c'est de l'art, ce podcast-là, ce que je crois du plus profond de mon âme, honnêtement, partage, parce que toi, ça a pu t'aider, mais tu sais même pas la portée que ça peut avoir, les réseaux sociaux. Ça a du négatif, mais ça a tellement de positif. Donc, tant qu'à partager la photo du chat qui court sur le mur, honnêtement, ça n'aidera personne. Prends le temps, partage ça. Écrivez-nous si vous avez des questions. Un gros merci, Kat. Merci beaucoup. À la prochaine! Bye!